Et bonjour Kenza. Bonjour Rachid. La presse marocaine d'abord qui s'intéresse ce matin à un défi de taille, la cybersécurité et surtout la souveraineté numérique. Tout à fait, et c'est Le Matin qui met en avant un chiffre qui interpelle. Seuls 35% des organisations marocaines maîtrisent réellement les enjeux de souveraineté numérique. C'est le score le plus faible des 7 critères évalués dans l'OSIMET 2026, le baromètre annuel réalisé par PwC Maroc et l'OSIM auprès de 62 organisations entre janvier et mars dernier. L'enquête montre pourtant une amélioration globale. L'indice de maturité cyber passe de 49 à 56%. En un an, les entreprises investissent davantage. 59% d'entre elles consacrent désormais plus de 5% de leur budget informatique à la cybersécurité contre 46% l'an dernier. Autre évolution, la cybersécurité s'invite désormais dans les directions générales. Leur implication grimpe de 55 à 74%. Mais Finance News Hebdo souligne que cette progression masque encore de fortes vulnérabilités. 60% des organisations dépendent fortement des fournisseurs de cloud et 70% n'ont toujours pas de stratégie de réversibilité. Autrement dit, elles ne disposent pas d'un plan clair pour récupérer leurs données ou changer de prestataire en cas de crise. Parmi elles, 38% n'ont engagé aucune démarche, tandis que 32% sont encore en train d'élaborer une stratégie. L'autre enseignement majeur de l'enquête concerne l'intelligence artificielle. 87% des organisations la considèrent comme un levier stratégique pour renforcer leur cybersécurité, mais seuls 30% ont mis en place une gouvernance pour encadrer son utilisation. Conséquence, 40% déclarent avoir déjà subi des attaques d'ingénierie sociale amplifiées par l'IA et 25% des fuites de données et 23% estiment que certaines cyberattaques ont été facilitées par cette technologie. Les deux journaux insistent sur un même défi, le manque de compétences. 84% des organisations disent peiner à recruter des spécialistes en cybersécurité et plus d'une sur deux, 57% d'entre elles, misent désormais sur la formation interne pour combler cette pénurie. La presse marocaine nous parle aussi de la réforme de la justice et du système pénitentiaire. Tout à fait, le Maroc est en train de faire évoluer sa politique pénale. L'idée est de ne plus uniquement sanctionner, mais aussi de mieux préparer la réinsertion. Maroc diplomatique s'intéresse à l'entrée en vigueur des peines alternatives prévues par la loi 43-22 à travers un entretien avec Malika Hafed, ancienne présidente de chambre à la Cour d'appel de Rabat. Pour la magistrate, il s'agit d'une transformation profonde de la politique pénale marocaine. Désormais, la prison ne doit plus être la réponse automatique. Travaux d'intérêt général, bracelets électroniques ou encore restrictions de certains droits doivent permettre de préserver les liens familiaux, sociaux et professionnels des condamnés tout en favorisant leur réinsertion. Mais l'ancienne magistrate met aussi en garde. Pour elle, le succès dépendra de la capacité à garantir leur exécution. Elle estime que le principal défi sera le suivi des condamnés sans mécanisme de contrôle, sans évaluation et sans réaction rapide en cas de non-respect des obligations. Ces nouvelles sanctions risquent de perdre toute crédibilité. L'entretien met également en avant les nombreux chantiers qui restent ouverts, former les juges d'application des peines, les agents pénitentiaires et les travailleurs sociaux, développer des partenariats avec les collectivités locales et les associations plutôt, mais aussi déployer le bracelet électronique qui nécessitera des centres de surveillance opérationnelle 24 heures sur 24, des systèmes d'information sécurisés et des garanties renforcées pour la protection des données personnelles. Et cette volonté d'aller au-delà de la simple sanction se retrouve aussi dans le 360 qui reprend une enquête de El Ahdat El Maghariba. Le journal annonce le lancement à la prison de Thamsna du premier programme marocain spécifiquement destiné aux personnes revenues des zones de conflit, souvent condamnées dans des affaires liées au terrorisme. Ce nouveau dispositif s'appuie sur le programme Moussalaha, réconciliation, lancé en 2017 par la délégation générale à l'administration pénitentiaire. Son objectif est de lutter contre la radicalisation en prison et de prévenir la récidive grâce à une approche globale qui combine encadrement religieux, accompagnement psychologique, suivi social et préparation à la réinsertion. Selon le 360, une première promotion de 21 détenus participe à cette phase pilote. Chaque bénéficiaire fait d'abord l'objet d'un diagnostic individualisé avant d'être accompagné
tout au long de son parcours. Et particularité du programme, les familles sont associées au processus, tout comme d'anciens détenus déjà réinsérés qui viennent partager leur expérience. L'objectif est double, accompagner la réinsertion de ces profils très spécifiques tout en renforçant la sécurité collective et en limitant les risques de récidive. Direction à présent les États-Unis, où une épidémie alimentaire continue de mobiliser les autorités. Oui, et c'est une épidémie d'infection intestinale qui touche actuellement une grande partie du pays. Le Figaro Santé dresse un constat préoccupant. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les CDC, près de 7000 cas confirmés ou suspects de cyclosporose ont été recensés dans 34 États des 50 États américains. Cette infection est provoquée par un parasite microscopique, le cyclospora, qui se transmet le plus souvent par des aliments contaminés, notamment des fruits ou des légumes consommés crus. Les symptômes peuvent être particulièrement invalidants: diarrhée sévère, fièvre, vomissements, perte d'appétit, avec une maladie qui peut durer plusieurs semaines, voire réapparaître après une première guérison. Si le Figaro Santé explique que les autorités peinent encore à relier tous les cas à une source unique, 20 minutes rapporte qu'une enquête de la FDA, l'Agence américaine de sécurité alimentaire, a permis d'identifier l'un des principaux foyers de contamination. Il s'agit de laitue contaminée, servie dans plusieurs restaurants Taco Bell des États de l'Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l'Ohio et de la Virginie occidentale. Selon les CDC, 1644 personnes ont été contaminées dans ce foyer épidémique et 94 ont dû être hospitalisées. L'enquête a remonté la chaîne d'approvisionnement jusqu'à un fournisseur de laitue au Mexique. Face à cette découverte, Taco Bell a immédiatement retiré cet ingrédient de sa chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale et annonce son remplacement dans les États concernés. Dans une chaîne alimentaire mondialisée, un seul produit contaminé peut être distribué dans plusieurs États en quelques jours, ce qui complique considérablement le travail des autorités sanitaires pour identifier rapidement l'origine d'une épidémie. Et on prend la direction de la Chine, à présent, où l'industrie automobile continue décidément de surprendre. Oui, parce que la voiture électrique n'est plus seulement un moyen de transport, elle est devenue un véritable produit technologique que les consommateurs renouvellent presque comme un smartphone, et cette évolution est en train de rebattre les cartes du marché mondial. Courrier International raconte qu'en Chine, les automobilistes changent désormais de voiture électrique presque comme ils changent de smartphone. Le magazine s'appuie sur une étude de l'association chinoise des constructeurs automobiles et du cabinet Hejun Consulting. Premier constat, une voiture électrique a en moyenne seulement 1,8 ans, contre 8,2 ans pour une voiture à essence. Son cycle de remplacement est de 3 à 5 ans, alors qu'il reste 6 à 8 ans pour un véhicule thermique. Donc la question, c'est pourquoi un tel écart? Parce que la voiture électrique est devenue un produit technologique. Courrier International explique que les constructeurs renouvellent leur modèle beaucoup plus vite. Là où il fallait auparavant près de 60 mois pour développer une nouvelle voiture, il n'en faut plus que 24. Résultat, 630 nouveaux modèles ont été lancés en Chine au premier semestre 2026, soit plus de 3 nouveautés par jour, et plus de 70% sont des véhicules électriques. Conséquence, les consommateurs changent moins leur voiture parce qu'elle est usée, mais parce qu'elle est déjà dépassée technologiquement. 43% des propriétaires disent vouloir un modèle mieux connecté, plus autonome ou doté d'équipements plus récents. Et cette course à l'innovation ne s'arrête pas aux frontières chinoises. Les numériques montrent que malgré les surtaxes imposées par l'Union européenne, jusqu'à 35,3% sur certains modèles chinois, les constructeurs conservent un avantage de taille. Leurs voitures restent en moyenne 21% moins chères que leurs concurrentes européennes. Selon une étude de l'ONG Transport Environnement, leur stratégie est double. D'abord, délocaliser une partie de leur production en Europe. Des groupes comme BYD, Chery Leap Motor ou Xpeng annoncent des usines sur le continent pour contourner les droits de douane, tandis que Tesla, BMW ou Volvo ont déjà relocalisé une partie de leur production. Ensuite, les constructeurs misent sur les hybrides rechargeables qui ne sont pas concernés par les surtaxes européennes. Leur part de marché est ainsi passée de
3% à 13% en seulement 2 ans. Et enfin, l'ONG attire l'attention sur un nouveau enjeu. Les batteries, les importations de batteries chinoises en Europe ont été multipliées par 7 entre 2020 et 2025. Elle recommande donc de taxer également ces batteries pour protéger l'industrie européenne. La Chine ne se contente plus de fabriquer des voitures électriques, elle impose désormais son rythme d'innovation à toute l'industrie automobile mondiale, obligeant même l'Europe à adapter sa stratégie pour rester compétitive. Kenza, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 juillet 2026. Quel autre 20 juillet peut-on retenir dans l'histoire? Rapidement. Alors, aujourd'hui, on va retenir le 20 juillet 1969, où des centaines de millions de personnes ont les yeux rivés sur leur télévision. Près de 600 millions de téléspectateurs, un record mondial pour l'époque, assistent en direct à un moment qui va changer l'histoire. À près de 384 000 km de là, Neil Armstrong descend lentement l'échelle du module lunaire Eagle et devient le premier homme à poser le pied sur la Lune. Il prononce alors cette phrase devenue légendaire: « C'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité ». Cette mission Apollo 11 marque l'aboutissement de 8 années de course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais son héritage va bien au-delà de l'exploit symbolique. Les missions lunaires ont permis de rapporter près de 382 kilos de roches et d'échantillons qui continuent encore aujourd'hui d'être étudiés par les scientifiques. Merci beaucoup, Kenza. Oui, c'était la revue de presse.